Bonjour à tous et bienvenue dans le grand dossier sur LCI. C'est une déclaration qui a fait le tour du monde et engendré beaucoup de réactions. La France va reconnaître l'État de Palestine en septembre lors de la conférence générale de l'ONU. Une décision qui récompense la terreur selon Israël. L'État hébreu sous pression de la communauté internationale à cause de la situation humanitaire alarmante à Gaza et dans l'impasse dans ces négociations avec le Hamas. Aucune solution politique en vue. La France espère que sa décision va bousculer les choses, entraîner d'autres pays à s'engager dans cette solution à deux États. Alors a-t-elle raison? Dans quel pari se lance la France? État palestinien, une reconnaissance qui peut tout changer. C'est le thème de notre grand dossier. Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La bonne nouvelle, ce qu'il dit importe peu. Ça ne changera rien. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien. Je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas de poids. Voilà, toute dernière déclaration de Donald Trump avant de monter dans l'avion pour rejoindre l'Écosse, son lieu de villégiature. La déclaration de la France ne cesse de faire de bruit depuis hier. L'annonce de la reconnaissance prochaine de l'État de Palestine par Paris, elle interviendra donc en septembre lors de la conférence générale des Nations Unies qui réunira tous les chefs d'État. Le président qui souligne, vous le voyez, l'engagement historique de la France pour une paix juste et durable au Proche-Orient. Une déclaration qui fait évidemment réagir dans le monde entier et tout d'abord en Israël. Israël qui a dénoncé une récompense de la terreur et une tache noire dans l'histoire française. On va retrouver David Benaïm à Tel Aviv pour LCI. Oui, la déclaration d'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître la Palestine a mis tous les politiques d'accord ici en Israël. Pour Benjamin Netanyahou, les Palestiniens ne cherchent pas un État à côté d'Israël, ils cherchent un État à sa place. Tous ici pensent que cette annonce récompense la terreur, comme l'a déclaré le président de la Knesset, pour qui Emmanuel Macron vient d'accorder un prix au Hamas pour avoir commis un massacre le 7 octobre. Même le chef de l'opposition, Yair Lapid, pourtant favorable à une solution à deux États, estime que cette reconnaissance est une erreur de principe et un dommage politique. Il y a plusieurs éléments qui surprennent. D'abord, le timing de cette annonce, alors que les négociations d'un cessez-le-feu sont toujours dans une impasse. Il y a désormais un levier en moins pour faire pression sur le Hamas, l'organisation terroriste qui s'est d'ailleurs félicitée de cette promesse de reconnaissance de la Palestine par la France. Et le choc, c'est aussi le rétro-pédalage du président français qui avait lui-même établi, entre autres, comme précondition à la reconnaissance de la Palestine, la démilitarisation totale du Hamas, une réforme profonde de l'autorité palestinienne, la reconnaissance mutuelle d'Israël par des pays arabes comme l'Arabie Saoudite. Rien de tout cela n'a eu lieu, mais c'est surtout la libération de tous les otages qui faisait partie des préconditions. Or, il reste toujours 50 otages entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza. Voilà pour les réactions en Israël. Eh on va aussi commenter la réaction de Donald Trump qui vient de tomber et qui minimise, Magali, totalement les propos du président Macron. Alors, il minimise, mais enfin, il méprise, en fait, ouvertement même. Je trouve que les termes employés par Donald Trump sont extrêmement méprisants vis-à-vis de la France. Après, il pose une bonne question, c'est-à-dire quel est le poids finalement politique, diplomatique de l'annonce de cette reconnaissance. Et finalement, c'est tout l'enjeu. Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain ? La réponse, c'est qu'il ne va pas y avoir de changement. Le problème de cette reconnaissance, en fait, c'est que Emmanuel Macron l'avait dit qu'il allait le faire. C'est pas une surprise. Il avait dit, je me souviens, le tout, c'est que ce soit utile. Ce sont les propres mots du chef de l'État. Et en fait, l'idée de la France, l'idée de la diplomatie française, c'était justement d'avoir un effet d'entraînement de cette reconnaissance. C'était le but de la conférence avec l'Arabie Saoudite qui devait avoir lieu le mois dernier et puis qui a été reportée à cause des frappes israélo-américaines sur l'Iran. Mais l'idée, c'était que, donc, en échange de cette reconnaissance, il y ait une normalisation des relations des pays arabes avec Israël. C'était ça le but, pour aller vraiment vers une solution à deux États. Sauf que là, en fait, on se demande quel est l'effet d'entraînement qui peut y avoir. Parce qu'une reconnaissance, une normalisation des relations avec Israël, avec ce qui se passe à Gaza, on se dit que c'est plus possible. Donc en fait, c'est vrai que ce timing, il interroge.
Et en fait, Emmanuel Macron, il est quand même un habitué de ces coups d'éclat. C'est quand même comme ça qu'il fait de la diplomatie. C'est-à-dire, on est toujours un peu dans la diplomatie de l'émotion, dans la diplomatie du symbole, et puis après, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et en fait, c'est ça le risque aujourd'hui. C'est que, oui, il y a une annonce, alors que finalement, qui va dans la droite ligne de la politique française, et encore une fois, qui n'était pas une surprise. Mais en fait, le problème, c'est quel effet derrière, quel poids, finalement, comme le dit Donald Trump. Et c'est des questions effectivement qu'on va se poser sur ce plateau. À côté de vous, il y a Guillaume Audin. Merci beaucoup d'être avec nous, Guillaume. Et nous sommes également avec le colonel Michel Goya, consultant militaire pour LCI et auteur de L'Embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas aux éditions Robert Laffont. Est-ce qu'on est, colonel, au fond, dans une géopolitique de l'émotion, hein? C'est ce que nos invités ont dit cet après-midi sur LCI. Oui, il y a un peu de ça. Oui, on a l'impression que Emmanuel Macron fonctionne un peu par pulsion. Voilà, il sort. Alors, c'est un bon joueur de rugby, je dirais qu'il a tendance à partir un peu tout seul avec le ballon parfois, et qui se fait un peu rattraper par les événements. Ça ne donne pas grand-chose le plus souvent. Je pense que sur le principe, pourquoi pas, mais sur le timing, effectivement, c'est pas forcément une bonne idée. On évoquait tout à l'heure les conditions qu'il avait lui-même évoquées avant de reconnaissance, qui moi me paraissait assez, assez équilibré. Oui, ça paraissait assez normal. D'abord, il fallait mettre la fin de la guerre. Donc concrètement la destruction du Hamas, ce qu'il appelle démilitarisation, la reconnaissance de l'État d'Israël. Il fallait quelque chose d'autre. Et puis il fallait autre chose que l'autorité palestinienne telle qu'elle est incarnée aujourd'hui. C'est-à-dire que là, reconnaître l'État palestinien, oui, peut d'accord, mais avec qui oui. Qui va incarner l'État palestinien? Donc au bout du compte, je trouve que ça tombe un peu à contre-temps. Les braises sont encore trop chaudes. Les braises du 7 octobre sont encore trop chaudes pour qu'on ne puisse pas associer cette reconnaissance interpréter cette reconnaissance comme un résultat d'une certaine façon de cette attaque. Qui rappelle le 7 octobre et ses conséquences n'aurait pas remis la cause palestinienne sur le devant de la scène, il n'y aurait pas eu forcément cette reconnaissance. Donc c'est associé au Hamas. Donc ça peut être interprété comme une victoire du Hamas. Et Hamas a d'ailleurs salué un pas dans la bonne décision, même si le Hamas n'est pas du tout pour une solution à deux États. Guillaume, sur le timing, c'est vrai que ça interpelle, mais on sait aussi que le président risque d'avoir une rentrée chargée, risque peut-être d'être moins audible à la rentrée. On sait qu'on a des discussions sur le budget qui vont être très délicates. Est-ce que c'est une opportunité, une fenêtre, finalement, qui s'ouvre pour lui ? Bon, clairement, de toute façon, sur le plan intérieur, c'est une possibilité, c'est l'opportunité pour M. Macron, qui n'a plus beaucoup de poids sur la scène intérieure, que d'exister sur la scène internationale. Il est en première ligne, quasiment, sur le dossier russo-ukrainien. Il se place et se positionne en première ligne sur le dossier proche-oriental, et il rejoint quelque part ce qu'a toujours été la position traditionnelle, au moins jusqu'à les années Chirac, de la France sur la question israélo-palestinienne. Maintenant, voilà, dans le prolongement de ce qui a été dit sur ce plateau, oui, à très court terme, ça ne va pas avoir d'effet sur le terrain. Est-ce que la guerre à Gaza va s'arrêter demain ? Non. Est-ce que la colonisation en Cisjordanie va s'arrêter demain ? Non. Est-ce que le Hamas, en tant qu'organisation terroriste, va être liquidé demain ? Non. Maintenant, à moyen terme, ça va avoir des effets. C'est une promesse, une déclaration d'intention. Ça va être en septembre. Rien ne dit que d'ici à septembre, cette guerre ne soit pas terminée. Il y a des négociations en cours. Certes, elles capotent, elles sont difficiles, mais elles continuent à avancer. Par ailleurs, je vous fais une toute petite parenthèse. C'est la fin de la session parlementaire à la Knesset. Du coup, ça libère le Premier ministre Netanyahou de ses alliés extrêmement encombrants que sont Ben Gvir, Smotrich, des fanatiques qui n'auront plus les moyens de le bloquer si d'aventure il devait conclure un accord avec le Hamas en vue de la libération des otages et de la cessation des hostilités à Gaza. Il n'aurait plus les moyens constitutionnels, si vous préférez, de le bloquer au moins pendant 3 mois. Donc ça, c'est un deuxième point. Ensuite, à moyen terme, septembre, effectivement que la France a besoin et a envie de créer un effet d'entraînement. Je vais s'adresser à la tribune des Nations Unies, s'adresser devant un parterre de 190 chefs d'État et de gouvernement. La France, ça a un poids symbolique. La France, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, c'est une puissance nucléaire. Et la France, elle dit depuis toujours qu'il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Or, le gouvernement Netanyahou et ses alliés d'extrême droite fanatique disent la seule solution pour venir à bout du Hamas et d'ailleurs même d'aller plus loin, c'est la solution militaire. Oui, mais et ce que dit jusqu'à présent. Ce que dit, et c'est en ça qu'il renverse la table, et c'est en ça que c'est intéressant, cette diplomatie consiste un peu à renverser la table et à essayer de bouger des choses qui sont figées depuis les accords d'Oslo, qui sont maintenant bel et bien enterrés. Ça fait 30 ans, c'était en 93, 32 ans. Il dit,
c'est pas pour ou contre Israël que de reconnaître la solution à 2 États et de reconnaître la Palestine. C'est pour ou contre la solution envisagée par ce gouvernement d'extrême droite à tendance fanatique. Et il va forcer à moyen terme ses partenaires, peut-être l'Allemagne, là, qui ne veut pas trop y aller, mais en tout cas la Grande-Bretagne, à se positionner aux côtés de la France pour ou contre ce gouvernement d'extrême droite à tendance fanatique et sa solution militaire, qui n'aboutit à rien, sauf à la dévastation de Gaza et à plus de colonisation en Cisjordanie. Gérard Araud est avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Consultant LCI et ancien ambassadeur de France aux États-Unis. 2 réactions de votre part. Tout d'abord, celle sur Donald Trump qui vient de s'exprimer sur cette annonce d'Emmanuel Macron. Il a minimisé les propos du président français. Ça ne compte pas, cette déclaration. Et puis sur les conséquences possibles de cette déclaration, est-ce que vous croyez à un effet d'entraînement? Guillaume parlait effectivement de l'effet tribune fin septembre aux Nations Unies. Est-ce que vous y croyez? Mais donc, d'abord, moi, je suis un peu surpris qu'on ne parle que de la reconnaissance, comme si c'était en soi la proposition française. En réalité, il y a tout un processus diplomatique qui a été mis en branle. On a eu la lettre de Mahmoud Abbas en juin qui dit « Je suis prêt à organiser des élections en 2026, je condamne ce qui s'est passé le 7 octobre, etc. » Réponse d'Emmanuel Macron qui lance un processus. C'est pas un hasard s'il parle de l'Assemblée générale, c'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'Assemblée générale, la diplomatie française va être à la manœuvre. La semaine prochaine, vous aurez la rencontre ministérielle organisée par la France et l'Arabie saoudite, et l'objectif est d'y agréer une feuille de route, et cette feuille de route, c'est prendre en compte les engagements de Mahmoud Abbas, et c'est aussi que tous les participants vont apporter leur paquet cadeau, c'est-à-dire sur la reconstruction de Gaza, par exemple, mais également les idées sur l'intégration d'Israël dans la région, un mécanisme de suivi pour le désarmement des milices palestiniennes. Donc il y a tout un processus et auquel on espère que d'autres pays européens, mais également le Canada, vous avez parlé des États du Royaume-Uni, mais également le Canada, puissent se joindre jusqu'à l'Assemblée générale des Nations Unies où un texte pourrait être agréé. Et ensuite, le texte, on l'amènera à Washington. Il est évident que rien n'est possible sans les États-Unis. Donc en réalité, la reconnaissance, je dirais quasiment, ce n'est pas l'essentiel. Il y a toute une manœuvre diplomatique qui est en train de se déployer dans la durée. Alors vous pouvez, moi j'ai 99 raisons de vous dire que ça va échouer, mais aujourd'hui, honnêtement, si ça échoue, il n'y a rien d'autre sur la table. Il n'y a absolument rien d'autre. Israël ne veut pas négocier. C'est une réalité. Il ne veut pas d'État palestinien. Car Netanyahou, en réagissant à Emmanuel Macron, a dit « Nous ne voulons pas d'État palestinien ». Il y a 2 jours, la Knesset, à 80% des votants, a proposé l'annexion de Cisjordanie. Donc voilà, c'est un effort diplomatique global qui ne se réduit pas à la reconnaissance, et il va falloir travailler dur dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent, et l'échec et la réussite est tout sauf assuré. Effectivement, Gérard qui dit, donc vous dites effectivement, il n'y a rien d'autre sur la table. Et effectivement, Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, répond aux critiques ce matin. Regardez ce qu'il dit notamment dans un post. Il défend la position de la France et il dit « Le Hamas a toujours refusé la solution à 2 États en reconnaissant la Palestine. La France donne tort à ce mouvement terroriste. Elle donne raison au camp de la paix contre celui de la guerre. » Mais c'est vrai qu'il y a tout à construire, Magali, effectivement. Et là, aucune des conditions ne sont remplies. Aucune. Quel territoire? On voit bien à quel point la Cisjordanie est à ce point morcelée qu'on ne voit pas très bien. Avec qui?
parce que l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, vieux dirigeant, une autorité palestinienne corrompue, comment on fait, avec qui en fait? Alors c'est vrai, Gérard Haro a raison, en fait le problème c'est qu'il n'y a pas d'autre solution que ce plan à 2 États, mais c'est vrai qu'en plus avec le gouvernement israélien que l'on a aujourd'hui, qui quand même à la Knesset, au Parlement israélien mercredi, a voté une résolution bien sûr, pour avaler l'annexion, pour valider l'annexion de la Cisjordanie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un tel dialogue de sourds. Les négociations pour la libération des otages, pour obtenir au moins une trêve pour la libération, ça y est, complètement capoté à nouveau. L'envoyé spécial de Donald Trump est rentré du Qatar en étant manifestement. Il a parlé de la mauvaise foi du Hamas et le Hamas accuse Witkoff de revirement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce climat-là, cette initiative diplomatique, elle est salutaire parce qu'il en faut, c'est vrai, mais on se demande dans quelles conditions est-ce que tout ça peut aboutir et est-ce que la France, sans le soutien des États-Unis, on voit la réaction extrêmement méprisante de Donald Trump, quel effet d'entraînement pour la France? Oui. Alors, une annonce qui intervient, Cornelia Goya, dans un moment très particulier, on l'a dit, négociation dans l'impasse et population de Gaza affamée. Il y a une centaine d'ONG qui ont tiré la sonnette d'alarme cette semaine avec un début de famine massive dans le territoire, des unes de presse qui se sont enchaîné sur ce qu'il se passe à Gaza et cette population qui souffre. C'est une situation de plus en plus insupportable et il y a 28 pays qui se sont élevés cette semaine, dont 24 européens, dont la France d'ailleurs, et des ONG qui dénoncent une utilisation délibérée de la faim comme arme de guerre. Est-ce que le fait que ça intervienne maintenant, est-ce que la communauté internationale, donc la France, donc Emmanuel Macron, se devait de réagir aujourd'hui ? Qu'on réagisse, oui, bien sûr, il le fallait, mais il fallait bien avant en réalité. Il faut quand même rappeler qu'on est on sera bientôt à 2 ans de guerre, que le Hamas est toujours là. Le 31 juillet 2024, il y a presque un an, vous aviez Netanyahou, que l'on voit à l'écran, qui faisait un discours de victoire en disant ça y est, on a écrasé le Hamas, on a tué tous ceux qui ont fait le 7 octobre, sauf Sinwar. Mais ça n'a pas tardé. Ça y est, victoire est faite, le Hamas ne représente plus une menace. Bon, c'était il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait de Gaza ? Qui va administrer Gaza ? Il n'y a aucune réponse, et en fait il n'y en a toujours pas. C'est-à-dire qu'on reste dans une situation où Gaza est assiégé en permanence par Israël, où c'est une sorte de... Là on parlait de prison à ciel ouvert pour Gaza, mais c'est véritablement le cas aujourd'hui, et il n'y a rien de plus. Donc on place 2 millions de personnes dans une situation épouvantable, avec le Hamas qui est toujours là, et c'est ça la condition clé, c'est-à-dire que tant qu'Israël n'aura pas pris la décision de conquérir et d'occuper complètement Gaza, quitte après à laisser l'autorité à quelqu'un d'autre, mais c'est le militaire qui parle, pour détruire le Hamas, il n'y a pas d'autre solution que d'occuper Gaza et d'aller le quadriller, d'aller le chercher, et ça veut dire en même temps d'administrer Gaza. Alors c'est compliqué militairement, c'est compliqué aussi à tout point de vue, mais Israël s'est toujours refusé à ça. Et en plus, effectivement, l'applique un peu quand même, c'est une forme de guerre de siège, où elle utilise l'aide humanitaire un peu comme une arme, comme quelque chose pour faire pression sur la population. Là par exemple, ils ont leur propre organisation, les Israéliens avec les Américains. Amèrement critiqué. Très critiqué, mais qui fournit de l'aide humanitaire, qui le fournit dans le Sud, par exemple. Uniquement dans le Sud, afin d'y attirer globalement la population. Et puis, juste un dernier point. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le Hamas, parce que c'est l'argument, le Hamas va capter cette aide alimentaire, il va l'utiliser contre la population, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, que le Hamas bouffe, que les gens du Hamas mangent, qu'ils prennent... que le Hamas détourne. Oui, et même, qu'est-ce qu'ils vont faire ? D'accord. Mais d'abord, aussi, quel aveu d'impuissance. C'est l'argument principal d'Israël pour se défendre. Non, mais quel aveu d'impuissance aussi. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que 2 ans après, vous n'êtes pas capable de faire en sorte d'empêcher le Hamas de détourner l'alimentation. Non, mais voilà, il faut peut-être changer de méthode. Et donc voilà, donc on est dans une situation, et c'est la clé de tout en réalité, c'est que le Hamas est toujours là. Oui, effectivement. Voilà. Et c'est pour ça, Guillaume Moda, on a vu le président israélien se rendre à Gaza. Oui. Il y a 2 jours, il était sur place, en justifiant, en disant, voilà, on agit conformément au droit international. Et là, c'est un discours, effectivement, chacun se renvoie la balle. Mais il y a aussi une étude aussi, qui est sortie, une étude de l'USAID, donc c'est l'Agence des États-Unis pour le développement, et qui
Il n'a trouvé aucune preuve de vol systématique par le Hamas de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. C'est une étude qui est révélée par Reuters. Et c'est vrai que c'est l'argument principal d'Israël. Bon, il y a plusieurs problématiques. D'abord, ça fait 21 mois, bientôt 22, qu'aucun journaliste étranger, la presse internationale, n'est autorisé à aller vérifier indépendamment les assertions de l'une ou l'autre partie au conflit. C'est inédit et c'est injustifiable. Premier point. La deuxième chose, c'est que Isaac Herzog, qui est donc le président de l'État d'Israël, il ne va pas dire autre chose que défendre son pays, et notamment à Gaza en situation de crise, au moment où son armée est en train de s'opposer au Hamas et au moment où son pays, effectivement, sous le feu d'une pression internationale monumentale autour de cette aide qui a été militarisée, humanitaire par une fondation, la GHF, israélienne, et qui produit des effets désastreux. Effectivement, depuis qu'elle est en place, l'équivalent de 1000 Palestiniens ont trouvé la mort dans des conditions que certains organismes internationaux, des médias CNN, ont démontré comme ayant tel fait de tirs israéliens. Il n'est pas forcément impossible que des tirs du Hamas aient pu avoir lieu, mais de toute façon, c'est le fait de cette militarisation de l'aide. Il faut quand même imaginer ce que c'est. C'est 4 points, 4 supermarchés qui sont positionnés dans la bande de Gaza pour nourrir 2 millions de Palestiniens par jour, l'équivalent de la ville de Paris. Oui. C'est comme si nous, on allait au Super U, dans 4 Super U dans la ville de Paris pour manger tous les jours. Ensuite, j'ai calculé, j'ai procédé à un calcul. Les chiffres de la GHF disent on a distribué 85 millions de repas en 2 mois. J'ai fait un calcul, 85 millions de repas en 2 mois pour 2 200 000 Palestiniens, c'est 0,6 repas par jour et par personne en moyenne. Et donc c'est absolument... Le Programme alimentaire mondial révèle qu'un Palestinien sur 3 ne mange pas pendant plus de temps. Donc c'est absolument injustifiable de ce point de vue-là. Vous voyez, ils sont même des chiffres qui sont consultables et qui sont donnés par cet organisme-là. Alors après, Israël vous dit oui, mais on a fait rentrer 4500 camions chargés de 28 tonnes de marchandises. Là aussi, je me suis un petit peu, si vous voulez, penché sur ma calculatrice, et ça fait l'équivalent de 800 grammes par Palestinien par jour pendant 2 mois. Est-ce que c'est assez ? Non, c'est pas assez. Et donc effectivement, on est dans cet état-là où il faut taper du poing sur la table. Alors effectivement, le militaire, qui est le colonel Goya, le dit très justement. Comment est-ce qu'on vient à bout du Hamas ? Comment est-ce qu'on liquide cette organisation terroriste qui s'est rendue coupable du 7 octobre ? Est-ce que la solution militaire fonctionne ? 21 mois après, le Hamas n'est pas mort, le Hamas respire encore. C'est donc un aveu d'échec pour l'armée israélienne qui n'est pas parvenue à éteindre ce Hamas par les armes. Donc qu'est-ce qui reste ? La solution politique. Est-ce qu'on peut à un moment donné confier les clés au peuple palestinien et lui permettre, comme l'a rappelé Gérard Haro, en 2026, de se positionner et d'écarter politiquement le Hamas, qui est aussi responsable de cette dévastation qu'est la bande de Gaza. C'est ça qui est envisagé peut-être par la solution diplomatique qu'envisage M. Macron. C'est ça, renverser la table, c'est essayer de faire bouger quelque chose qui est figé depuis 30 ans et qui en ce moment est absolument catastrophique à Gaza et catastrophique également, il faut le dire, en Cisjordanie. Et Gérard Haro est toujours avec nous, justement, votre point de vue sur cette pression aussi sur Israël qui est montée d'un cran cette semaine. On a vu effectivement beaucoup de magazines, de grands titres de la presse titrés sur Gaza, titrés sur la situation alarmante. Est-ce que Emmanuel Macron a aussi voulu se positionner par rapport à cette situation qui est insupportable ? Et on a vu effectivement plein de chefs d'État étrangers s'exprimer sur ces situations. Je voudrais continuer sur ce qui vient juste d'être dit, parce que c'est très très juste. En réalité, si on voulait éradiquer le Hamas dans la bande de Gaza, il aurait fallu une conjonction de militaires et de politiques. Et Israël refuse de faire de la politique. On voit bien que les Palestiniens ne cessent de manifester à Gaza contre le Hamas. Il fallait donc profiter de cette colère palestinienne. Mais faire une autorité alternative au Hamas, pour Israël, le risque, c'était de remettre la question de l'État palestinien au premier plan. C'était redonner une nouvelle légitimité à l'autorité palestinienne. Et donc, Israël a refusé de faire de la politique. Mais Israël veut faire de la politique aussi avec la Syrie. Il y a une sorte de course en avant militaire dans laquelle nous sommes engagés, avec un Israël dans une impasse stratégique. Et aujourd'hui, nul n'est capable de nous dire ce que recherche politiquement Israël. Et ça apparaît de plus en plus, pour répondre à votre question, ça apparaît de plus en plus à toutes les autorités du monde, ce qui se demande, mais où va Israël ?
Et aujourd'hui, nul ne le sait. Et on a vu d'ailleurs un désaccord entre les Américains et les Israéliens sur la Syrie. Oui. Les Américains, comme Emmanuel Macron avant eux d'ailleurs, soutiennent le nouveau gouvernement d'El-Shara, alors qu'Israël fait tout, à l'évidence, pour l'affaiblir en intervenant et en suscitant des troubles en Syrie. Et donc, oui, il y a peu à peu, un réveil des pays du monde, des pays occidentaux, parce que le reste du monde, depuis longtemps, s'est réveillé, qui commence à quand même protester. Mais vous savez, j'ai été ambassadeur en Israël, je connais bien le pays. Les Israéliens ne cèdent pas aux pressions extérieures. Il y a uniquement les pressions américaines qui comptent. Les Israéliens n'en ont rien à faire des Européens, n'ont rien à faire des Français, des Canadiens et des autres. Il n'y a que les Américains qui comptent. Or, jusqu'à maintenant, vous le voyez bien, les Américains refusent de faire pression. Et je crains donc que, sauf changement politique à Jérusalem, c'est-à-dire sauf s'il y avait des élections en Israël, et quelqu'un l'a remarqué, c'est la fin de la session parlementaire, donc le gouvernement a encore 3 mois de sursis avant les grandes fêtes du mois d'octobre. Donc je crains qu'Israël reste indifférent et reste impavide face aux efforts diplomatiques du reste du monde. Ce qui sera mauvais, évidemment, une tragédie pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Merci beaucoup, Gérard Haraud, d'être intervenu dans ce grand dossier sur LCI. Restez avec nous. Retour sur le plateau du grand dossier avec nos invités, nos experts. Mais avant de continuer, les grands titres de l'actualité, avec tout d'abord, effectivement, cette déclaration choc de la France hier. La France qui va reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Ce sera lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Une décision symbolique dans un contexte de guerre à Gaza et de blocage du processus de paix. À l'instant, Donald Trump s'exprime et minimise les déclarations d'Emmanuel Macron. Concernant les droits de douane, à présent, Donald Trump a affirmé aujourd'hui que la probabilité que les États-Unis concluent un accord commercial avec l'Union européenne était de 50-50, alors qu'approche la date butoir du 1er août. Et la menace de droits de douane américains de 30% sur les importations européennes. Ce matin, Laurent Saint-Martin, le ministre chargé du commerce extérieur, déclarait que l'Union européenne ne devait pas se laisser faire. Après 40 ans derrière les barreaux en France, Georges Abdallah est arrivé à la mi-journée à Beyrouth en homme libre. Le militant libanais pro-palestinien condamné dans les années 80 pour complicité d'assassinat de diplomates américains et israéliens a quitté sa prison ce matin et s'est envolé de Roissy vers le Liban. La semaine dernière, la Cour d'appel de Paris avait ordonné sa libération à compter du 25 juillet à condition qu'il quitte le territoire français et qu'il n'y revienne plus. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Retour sur ce grand dossier LCI. Nous sommes avec Joshua Zaskar. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Ambassadeur d'Israël en France, tout d'abord, votre réaction après cette annonce hier qu'on n'attendait pas, annonce surprise d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai que la France avait annoncé son intention. On savait que cette déclaration allait intervenir, mais c'est vrai que voilà, le timing, c'est aujourd'hui, c'était hier soir plutôt. Quelle est votre réaction ? C'est une erreur historique. C'est tout simplement une erreur colossale. Qui n'a aucun but, qui n'a aucun sens. Si le but était d'essayer d'aider la paix, ce que ça a fait, c'est exactement l'inverse. Le président a fait cette annonce, et en plus, il aurait pu le faire dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 1 mois et demi. Mais il a fait le jour où, justement, le Hamas décidait de ne pas accepter, encore une fois, pour la 4e fois, une proposition de cessez-le-feu. Et ce qu'il a fait, cette déclaration, dit en fin de compte au Hamas, vous avez tout à fait raison, continuez de combattre, continuez de maintenir la population palestinienne en otage, la population israélienne, toute la région en otage, et je dirais même le monde entier, parce que tout le monde souffre de cette guerre. Continuez à le faire, ça marche, parce que vous avez le soutien, en fin de compte, de la France. Et c'est vraiment incompréhensible. Oui. Jean-Noël Barrot vous a répondu. Regardez ce qu'il a dit, Jean-Noël Barrot. Le Hamas a toujours refusé la solution à 2 États. En reconnaissant la Palestine, la France donne tort à ce mouvement terroriste. Elle donne raison au camp de la paix contre celui de la guerre. Il doit y avoir une logique dans cette déclaration que je ne comprends pas.
Le Hamas est opposé à la solution à deux États. Il doit y avoir une logique. Oui, mais le Hamas a été le premier acteur à remercier le président Macron pour cette déclaration. Alors, dans la déclaration du ministre des Affaires étrangères, avec tout le respect que je lui dois, il doit y avoir une certaine logique que je ne vois pas. Mais comment sortir de cette impasse, monsieur l'ambassadeur? Impasse dans les négociations? Le Hamas, effectivement, alors, c'est en faisant des cadeaux au Hamas, en lui disant, voilà, ça n'a pas marché en négociant avec les Israéliens, vous n'avez pas réussi à ce que vous avez, avec les Américains, bien sûr, par le biais des Américains. Est-ce que la solution militaire fonctionne? Regardez, nous sommes à près de 2 ans du 7 octobre, le Hamas est toujours là, le Hamas détient toujours vos otages. Je croyais que vous vouliez montrer quelque chose. Non, mais bien sûr que, vous savez, la solution militaire comme telle n'est pas une solution à laquelle nous espérons. Pour nous, nous préférons bien sûr avoir un accord, et c'est pour ça que nous avons accepté à 4 différentes occasions les accords qui étaient proposés par Witkoff et par d'autres auparavant. Et c'est pour ça que le Hamas, pour lui, qui gagne du temps, pour lui, le temps marche, travaille en sa faveur. Le Hamas continue à refuser, à rejeter ses offres. Et ce n'est pas à nous, ce n'est pas sur nous qu'il faut faire pression. C'est sur le Hamas. C'est pour Hamas qu'il faut dire arrêtez ce jeu ridicule, arrêtez ce jeu criminel, arrêtez de garder en otage toute une population, acceptez de libérer les otages, parce que dès que vous libérerez les otages, cette guerre sera terminée. Et ils le savent très bien. Le Hamas le sait très bien. Et franchement, le président aussi le sait très bien. Parce que nous avons eu maintes conversations à ce sujet. Il a eu maintes conversations avec le Premier ministre qui lui a expliqué exactement que dès que le Hamas libérerait nos otages, ce serait terminé. Ce serait fini. Alors, pensez-vous vraiment qu'Israël peut se permettre... Ce serait terminé, il y aurait un cessez-le-feu, il y aurait un accord, il y aura peut-être un accord de paix? Mais bien, un accord de paix. Quand vous dites un accord de paix, il y a une énorme différence entre ce que vous appelez un accord de paix et ce que nous appelons un accord de paix. Ce que nous appelons un accord de paix, c'est quelque chose de permanent. La paix, c'est-à-dire entre les peuples. Quelque chose qui ouvrirait les frontières, comme vous vivez aujourd'hui avec les Allemands, par exemple. Ça, c'est un accord de paix. Ce que nous avons aujourd'hui avec les Jordaniens, par exemple, ou avec les Émiratis. Pour avoir un accord de ce genre avec les Palestiniens, il faut changer la mentalité, il faut changer fondamentalement la mentalité qu'ont aujourd'hui les Palestiniens. Parce que les Palestiniens aujourd'hui ne veulent pas vivre en paix avec nous. Vous savez que, je l'ai dit sur ce plateau plusieurs fois. Non, les Palestiniens en général ne veulent pas vivre en paix avec nous. J'y arrive. Non, j'y arrive justement. Vous savez que je l'ai dit ici sur ce plateau plusieurs fois, Israël a fait 4 fois l'offre de la création d'un État palestinien. Et une autre fois, ça a été offert aux Palestiniens par le président Trump quand il était président la dernière fois. Et à chaque fois, ces offres ont été rejetées par les Palestiniens. Alors, ce n'est pas le Hamas qui a rejeté ces offres, c'est l'autorité palestinienne qui a rejeté les offres. C'était 3 fois ça a été rejeté par Arafat, et une fois par Abou Mazen, et une autre fois par Abou Mazen. Une offre israélienne a été rejetée par Abou Mazen et une offre américaine a été rejetée par Abou Mazen. Alors il faut regarder les faits comme ils le sont. C'est pas en disant ah oui, peut-être si on continue à faire pression sur Israël parce que c'est l'acteur le plus fort, on va réussir à faire quelque chose. Non. Il faut voir qui a rejeté la paix jusqu'à présent. Et ceux qui ont rejeté la paix jusqu'à présent, ce n'est pas nous. Mais c'est les Palestiniens. Pensez, monsieur l'ambassadeur, que vous pouvez forcer les Palestiniens à aller vers un chemin d'une reconnaissance totale de ce peuple pour vivre en paix et en sécurité aux côtés d'Israël uniquement par les armes et la solution militaire? J'ai du mal à m'exprimer là. J'ai du mal à m'exprimer parce que je vous ai dit, je viens de dire que nous avons essayé à maintes occasions, 4 fois nous-mêmes et 1 fois les Américains, de proposer par le biais de la diplomatie la création d'un État palestinien. Je fais référence à Camp David en l'an 2000, à Taba 2000 et ensuite 2001. On est en 2025 aujourd'hui. Non, mais je sais, et ensuite on continue ça. Il y a eu les accords, il y a eu l'offre d'accord de Deal of the Century, qu'on appelle ça en anglais, qui a été offert par Trump et que là aussi les Palestiniens ont rejeté. Oui. Vous voulez que je continue? Il y a eu encore d'autres négociations qui ont eu lieu. D'un État palestinien, c'est pour ça à l'époque que ça avait été rejeté. Qui n'allait pas, le Deal of the Century dont vous parlez, et donc la proposition qui a été faite par la première administration Trump, elle ne actait pas sur le papier la création d'un État palestinien vivant côte à côte et en sécurité. Mais bien sûr, elle parlait de la création d'un État palestinien entre la mer et le Jourdain, et ça a été accepté par Netanyahou.
c'est quelque chose que tout le monde oublie pour une raison ou pour une autre. Pour la première fois dans le jardin moyen-oriental, il y avait une proposition qui était offerte par un gouvernement américain qui proposait la création d'un État palestinien, et nous, encore une fois, nous acceptions cette offre, et les Palestiniens, pour encore une fois la rejeter. Alors, l'idée de faire pression sur Israël, parce que c'est le pays le plus fort de la région, et c'est donc eux qui doivent accepter quelque chose, c'est simplement ne pas regarder les faits comme ils le sont. Monsieur l'ambassadeur, le président Macron, pour faire cette proposition, pour faire cette annonce, elle s'appuie aussi sur une lettre que Mahmoud Abbas avait envoyée début juin. Il s'était engagé à une démilitarisation du Hamas, à organiser des élections législatives, présidentielles, renforcer la légitimité de l'autorité palestinienne dans le cadre d'un futur État palestinien. Le président Macron se base aussi sur ces déclarations. D'abord, il faut lire la lettre, parce qu'il ne s'engage pas à ce que l'État palestinien soit démilitarisé. Il dit qu'il ne serait pas obligatoirement démilitarisé. Il y a une énorme différence là-dedans. Ensuite, nous avons reçu énormément de lettres de dirigeants palestiniens. Vous savez qu'Arafat lui-même avait signé un accord dans lequel un des éléments, il n'y avait pas énormément d'articles dans cet accord, dans lequel il disait qu'il renonçait au terrorisme. Est-ce que Arafat avait renoncé au terrorisme réellement ? En 1995, des centaines d'Israéliens étaient tués par des actes de terrorisme que lui avait ordonnés. Alors donc, le fait que qu'un dirigeant palestinien signe une lettre quelconque ne peut pas pour nous être quelque chose qui permettrait de les prendre vraiment au sérieux. C'est des actes, ce n'est pas une lettre, c'est un acte. Et un acte serait par exemple que les Palestiniens arrêtent de payer un salaire mensuel aux terroristes qui ont tué des Israéliens, un salaire qui augmente par rapport au nombre d'Israéliens qui ont été tués. Par exemple, ce serait le début d'une réforme dans le système éducatif, où ils éduqueraient. Je crois que non, ça a été annoncé. Le président Mahmoud Abbas ça a été annoncé justement. Il s'est engagé en fait de salaire à ce qu'il appelle engagé, mais il n'a pas fait. La victime. Donc, il s'est engagé, mais il ne l'a pas fait. Voilà encore une fois pourquoi la lettre de Mahmoud Abbas ne peut pas vraiment être prise au sérieux. Il s'est engagé de le faire 2 fois. Donc vous parlez d'un engagement réel, d'accord. C'est pas un engagement, mais de le faire d'acte. Et pour l'instant, il n'a rien fait. C'est un président qui a été élu pour la dernière fois en 2006, pour une période de 4 ans, et nous sommes en 2025, et c'est un président qui est le plus... Vous savez qu'il a un jet personnel. Un terroriste avec un salaire de terroriste qui a un jet personnel. Alors vraiment, c'est une administration. L'autorité palestinienne n'est pas un terroriste. Vous parlez de qui ? Vous parlez de Mahmoud Abbas ? Oui. Bon, c'est vos propos. Ça n'est pas un terroriste. Ce n'est plus un terroriste, mais je ne sais pas comment quelqu'un qui était terroriste ensuite, qui était dirigeant, politicien, peut s'acheter un jet personnel. Bon, ce sont effectivement vos propos, monsieur l'ambassadeur. Magali. Les Français vous ont prévenu un petit peu avant la déclaration d'Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'ils vous ont expliqué leur décision ? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là ? Comment ils vous expliquent leur décision de reconnaître l'État palestinien ? En fait, qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là ? Quel est leur but, l'objectif ? Quand on m'a appelé 1 heure auparavant, on m'a dit, voilà, dans 1 heure, le président a envoyé une lettre à Mahmoud Abbas disant qu'il avait l'intention de reconnaître l'État palestinien en septembre. Et voilà. Et à ce moment-là, Des discussions ont lieu auparavant. C'est pas nouveau. Le concept n'est pas quelque chose de nouveau. On a eu de longues discussions à ce sujet. La discussion même autour de la question de la lettre qui va être envoyée au président Mahmoud Abbas est quelque chose qui a eu lieu au dernier moment. Et donc, vraiment, 1 heure avant l'annoncement. Et c'est pas qu'on avait pas eu, on avait eu de longues conversations à ce sujet en général. Mais vous ne croyez pas à un effet d'entraînement de cette proposition, que des pays arabes puissent reconnaître, à côté de la France, normaliser des relations ? Parce qu'en fait, c'est ça le calcul français. Oui, mais le calcul de la diplomatie française, c'est celui-là. C'est naïf, ça. C'est naïf. On en avait parlé, il y a eu de longues conversations à ce sujet. Ils nous ont parlé de différents pays. Je ne vais pas les nommer pour ne pas les embarrasser. Mais il n'y a jamais eu de momentum sérieux autour de cela. Monsieur l'ambassadeur, le colonel Goya qui est à vos côtés nous le disait tout à l'heure, vous voulez neutraliser le Hamas. Il faut faire pression sur le Hamas, mais aujourd'hui vous êtes quelque part un peu piégé. Comment faire pour neutraliser le Hamas qui est encore dans le territoire, qui détient encore des otages ? Le colonel nous disait, la seule solution, c'est d'occuper la bande de Gaza. J'ai entendu ce que le colonel disait auparavant. Je vais vous dire, l'armée israélienne est une armée très puissante, qui est capable de faire
d'occuper la bande de Gaza rapidement si on le voulait. Le gros problème que nous avons eu depuis le début, c'est que nous avions 256 otages. D'accord ? Nous avons encore 20 otages en vie. Vous savez que la dernière fois que les forces israéliennes se sont rapprochées d'un endroit où il y avait des otages, les 6 otages ont été exécutés immédiatement dans les souterrains. Parce que c'était Sinwar lui-même qui était là-dedans, parce que Sinwar craignait que nous allions nous approcher, bien que nous avions laissé un espèce d'entonnoir ouvert pour qu'il puisse s'en aller avec les otages, pour qu'il ne craigne pas justement que nous nous rapprochions trop de lui. Alors le fait que ça prend tant de temps, effectivement ça prend énormément de temps, c'est à cause du fait que nous faisons très attention à ne pas toucher nos otages, à ne pas trop nous rapprocher de nos otages. Nous savons plus ou moins où ils se trouvent et nous ne pouvons pas nous rapprocher parce qu'ils les exécuteront immédiatement. Et c'est ce que nous ne pouvons pas nous permettre. Et donc, nous avançons petit à petit et nous ne nous rapprochons pas dès que nous savons qu'il y a quelque part, il y a des chances qu'il y ait des otages quelque part, par peur qu'ils les exécutent. Et c'est des gens inhumains. C'est des gens inhumains. Vous savez que combien pesait, il y avait une des demoiselles, des otages qui faisait 1m80, qui avait été enlevée, qui était justement une des 6 qui avait été exécutée. Elle pesait 34 kilos. 34 kilos quand ils l'ont exécutée. Monsieur l'ambassadeur, justement, c'est une réaction, c'est une décision de la France, une annonce de la France qui intervient dans une situation très particulière cette semaine. Ça n'a pas pu vous échapper. Il y a de nombreux titres de presse, de nombreux magazines qui ont titré sur la famine à Gaza, de nombreuses ONG qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on est dans un début de famine massive à Gaza. Il y a des 28 pays qui ont dit maintenant c'est intolérable, 25 pays européens, notamment la France. Cette déclaration d'Emmanuel Macron, elle intervient aussi dans cette situation qui est quand même intenable aussi. Si vraiment la France voulait faire quelque chose pour les Palestiniens de Gaza, elle nous aurait aidé à distribuer la nourriture sans passer par le Hamas. Et j'ai entendu aussi ce qu'avait dit le général plus tôt au sujet de la distribution de la nourriture, de l'aide humanitaire. Notre but est de distribuer directement aux Palestiniens, aux Gazaouis, l'assistance humanitaire à laquelle ils ont droit. Et ne pas qu'ils aient à l'acheter. Parce que certains d'entre eux ont suffisamment d'argent pour l'acheter, d'autres ne l'ont pas. Et quand ils n'ont pas suffisamment d'argent pour l'acheter, ils ne peuvent pas recevoir cette aide humanitaire. Et c'est ce qu'a fait le Hamas pendant 1 an et quelque chose, justement, et s'est enrichi d'une façon incroyable. Plus qu'ils recevaient, ils ont reçu plus d'argent qu'ils recevaient qu'en temps de paix qu'ils recevaient de l'Iran. C'est incroyable. Et ils se sont enrichis pendant cette période de guerre parce qu'ils recevaient, ils prenaient l'assistance humanitaire, ils la revendaient au lieu de la distribuer. Et c'est comme ça qu'ils réussissaient à payer les salaires de leurs terroristes. D'accord ? Ce que nous avons décidé de faire, c'est d'essayer de trouver un mécanisme de distribution directe à la population palestinienne. C'est vrai, ce n'est pas parfait. Vous avez dit que c'était comme 4 supermarchés, etc., qui étaient sur Paris, pour une région de Paris. C'est pas parfait, effectivement. Et c'est pour ça que nous avons permis aussi la distribution directe par les ONG et par les organisations onusières. Et nous essayons toujours de nous améliorer. Mais le fait est qu'il y a une organisation qui fait une militarisation cynique de l'assistance humanitaire, et cette organisation, c'est Hamas. Et au lieu de faire pression sur le Hamas, d'arrêter cette conduite cynique et terrible et inhumaine, ce que font certains pays occidentaux, ce qu'a décidé de faire la France, c'est de faire pression sur Israël. Pourquoi ? Pour encore permettre au Hamas de se relever et de se... Une dernière question. La logique derrière ça, si je vous suis bien, je vous écoute bien, c'est d'assécher les finances du Hamas et le forcer à capituler. Vous exercez une pression militaire sur la bande de Gaza qui, après 21 mois, ne produit pas d'effet. Pourquoi ne pas imaginer une autre solution ? Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est exprimé aujourd'hui, je le cite, et il a dit qu'il réfléchissait avec ses alliés américains à d'autres options pour obtenir le retour des otages détenus à Gaza, mettre fin au régime du Hamas sur le territoire et assurer une paix durable par la région. C'est quoi d'autres alternatives à part la pression militaire exercée sur la bande de Gaza ? Vous savez, il y a une énorme différence entre ceux qui parlent de la diplomatie et ceux qui font la diplomatie. Généralement, ceux qui parlent de la diplomatie ne savent pas comment se fait la diplomatie. Et le fait que le Premier ministre dit qu'il y ait d'autres options, il n'a pas besoin de parler d'autres options si c'était seulement l'option militaire. Il l'aurait fait sans en parler, parce que l'option militaire est sur place. Et donc, s'il y a effectivement
des plans qui sont, des idées qui sont mises en place. Et franchement, on a proposé même à d'autres de nous offrir des idées pour justement trouver une solution. La critique comme telle n'est pas une solution. Hein. On pourrait trouver des idées, on pourrait nous offrir, nous proposer des idées. Une force d'interposition arabe à Gaza pour se débarrasser de Hamas militairement. Je ne vais pas rentrer, moi. C'est imaginable, c'est sur la table. Je ne vais pas rentrer moi dans ces discussions ici sur ce plateau. Je peux vous dire qu'il y a des idées, il y a des discussions, et nous sommes ouverts à tout ce qui peut mettre fin à cette guerre. Libérer nos otages et faire sortir le Hamas de cette bande de Gaza et enfin libérer les Gazaouis du joug de ce fléau terrible. Et justement, on apprend qu'Israël va autoriser les pays étrangers à larguer de l'aide humanitaire. Ça, c'est nouveau aussi, ça. Encore une fois, nous essayons de le faire de différentes façons. C'est notre but est de permettre aux Gazaouis de recevoir l'assistance humanitaire. Alors, il faut comprendre, le Hamas, qui justement fait faillite à cause de ce que je vous ai dit auparavant, a compris que la faiblesse israélienne, c'était la pression internationale, surtout en Europe. Et donc a créé cette campagne, une campagne qui est très réussie, avec l'assistance et le financement de pays comme le Qatar et la Turquie, a créé cette campagne qui dit qu'Israël affame non, mais je sais, vous devriez lire ce que j'ai écrit au sujet de l'AFP. Qui dit que ces journalistes sont en train de mourir de faim, ils ne peuvent plus travailler. Franchement, c'est quand même basé sur des témoignages qui sont réels, monsieur l'ambassadeur. Il n'y a pas que l'AFP. Non, mais l'AFP, et encore une fois, il n'y a pas de journaliste indépendant pour pouvoir le vérifier sur place. L'AFP, malheureusement, a perdu toute crédibilité pendant ces derniers mois. Est-ce que la solution, ça ne serait pas permettre à des journalistes d'entrer dans la bande de Gaza pour vérifier les assertions? Nous avons commencé à le faire hier. C'est la France, c'est une demande de la France. Nous avons fait, je réponds simplement, monsieur, nous avons fait exactement, pour la première fois hier, nous avons permis à une délégation de journalistes de rentrer à la bande de Gaza, dont 4 Français. C'était la première fois qu'ils rentraient. Et si je ne me trompe, ils sont encore en train d'écrire leur rapport à ce sujet. Et oui. Accompagnés par l'armée israélienne ou sans accompagnement de l'armée israélienne? Accompagnés parce que sans ça, ils pourraient être... Donc ils sont embed. Donc ça non, mais ils pourront écrire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous pensez vraiment que l'armée israélienne va leur dire... Contrôlés par l'armée israélienne ils pourront et accompagnés par l'armée israélienne à Gaza, vous n'exercez pas indépendamment votre métier de journaliste. Ils pourront écrire ce qu'ils veulent quand même. Parce que vous pensez que si vous allez à Gaza et vous êtes sous les mains de Hamas, vous pourrez libérer... Vous pouvez constater que vous pouvez écrire en toute indépendance que vous n'exercez pas votre métier. Alors ils pourront écrire. Ils pourront justement écrire. Pas la possibilité de le faire. Ils pourront justement écrire qu'ils sont accompagnés par l'armée israélienne et qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu et qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils n'ont pas vu. Donc peut-être une ouverture prochaine, en tout cas pour la presse internationale dans la bande de Gaza, monsieur l'ambassadeur? Je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions dans le grand dossier ce soir. On va écouter d'ailleurs Ofer Brandstein qui s'est exprimé également sur cette annonce faite par le président de la République et sur les conséquences effectivement. Écoutez-le. Le Hamas, comme l'extrême droite israélienne, ne veulent pas d'un État palestinien, ne veulent pas de 2 États. Le Hamas veut d'un seul État arabe et musulman, et l'extrême droite israélienne veut d'un seul État qui soit à majorité juif et israélienne sur tous les territoires occupés par Israël. Donc il ne faut reconnaître l'État palestinien et pousser d'autres pays arabes à reconnaître Israël. C'est exactement ce que le Hamas ne veut pas, c'est exactement ce que la frange la plus extrémiste en Israël ne veut pas. Voilà, en tout cas pour décréter un État, il faut un territoire. On va regarder les cartes avec vous, colonel Goya. On va essayer de effectivement voir l'évolution et essayer de comprendre si cet État, c'est un État palestinien est possible. On commence par le début, c'est 1947, c'est le plan de partage de l'ONU. Oui, alors plus précisément, on est sur un territoire de la Palestine qui est un mandat attribué au Royaume-Uni à partir de 1920 avec comme mission donnée de préparer les conditions d'un foyer national juif. À 1947, alors que la décision pour les Britanniques de quitter la Palestine est actée, les Nations Unies en novembre 1947, c'est la résolution 181, propose d'un double État. Là, on y est. Alors, on voit en bleu les territoires israéliens, pardon, et en vert les territoires arabes.
alors c'est un peu tarabiscoté, mais il y a un peu la volonté d'équilibre, avec, vous voyez au milieu, Jérusalem qui serait sous contrôle international. Globalement, sur place, les autorités, les représentants juifs acceptent ce plan, les représentants arabes ne l'acceptent pas, et surtout, les États arabes refusent absolument Effectivement, ce plan. Ce qui donne lieu à cette autre carte. Nous sommes en 1949, avec cette ligne d'armistice ou ligne verte. Alors ça, l'étape suivante, si vous voulez, c'est après le départ des Britanniques. On est en mai 1948. David Ben Gourion déclare l'indépendance d'Israël. Ça provoque dans la foulée une attaque des pays arabes qui refusent absolument cette idée. Donc c'est une guerre qui commence avec des violences également intercommunautaires. À l'issue de cette guerre, on a une ligne d'armistice. On voit que le territoire qui était attribué aux Israéliens s'est beaucoup agrandi. La Cisjordanie elle-même est occupée à ce moment-là par la Jordanie. Le territoire de Gaza est occupé par l'Égypte. Et puis, un élément fondamental, c'est que à l'intérieur, vous aviez au départ, vous avez entre 700 000 à peu près Arabes dans ce territoire bleu. À ce moment-là, il n'y en a plus que 100 000. Oui. Les autres ont été chassés et sont partis essentiellement en Cisjordanie, à Gaza, au Liban et ailleurs. Avec un point particulier très important, c'est que ces Palestiniens vont être condamnés à rester palestiniens par la Ligue arabe qui refuse aux pays arabes de les accueillir, de les nationaliser. Donc ils vont rester réfugiés palestiniens ad vitam aeternam, de père en fils, et piégés par l'impossibilité de revenir également. Autre date, 1967, c'est la guerre des 6 jours, et là aussi, il y a des choses qui changent. Oui, alors là, c'est la guerre c'est trois guerres en réalité de 2 jours, contre la Jordanie, contre la Syrie et contre l'Égypte. Là, alors essentiellement pour des questions de sécurité, Israël, c'est un petit pays, c'est un pays qui est menacé de grands États arabes, et donc l'idée, la première, c'est d'obtenir des glacis de protection. Le plateau du Golan, donc qui surplombe le nord d'Israël, donc là, ça va être conquis et conservé, puis annexé d'ailleurs par Israël, le Sinaï face à l'Égypte et la Cisjordanie et Jérusalem qui vont être conquises à ce moment-là. Mais j'y reviens, à ce moment-là, ça fait un peu de débat en Israël. Qu'est-ce qu'on fait de ces territoires? Est-ce que c'est simplement pour se protéger? Est-ce que... et puis il y a une autre tendance qui dit il faut peut-être commencer à l'occuper, à coloniser ces territoires, en particulier la Cisjordanie. Donc Sinaï, effectivement, rendu en 79 à l'Égypte. On arrive aux accords d'Oslo 1996-1995. Cette autre carte qu'on va voir apparaître à l'instant et qui conduisent à la formation de l'autorité palestinienne. Oui, alors on va effectivement se limiter maintenant à cette carte avec le Gaza et la Cisjordanie comme territoire occupé. Je rappelle que ce sont des territoires occupés officiellement. Vous avez la résolution 242 des Nations Unies qui demande aux Israéliens de quitter ces territoires, mais selon qu'elle est exprimée en français ou en anglais, c'est pas du tout la même chose. Et donc les Israéliens vont continuer et sont toujours officiellement des territoires occupés sous l'administration israélienne. Après les accords d'Oslo, on a effectivement un début de processus de paix et de création qui ressemble quand même à un État. Alors vous voyez ce à quoi on aboutit dans le territoire de Cisjordanie, on appelle ça la peau de léopard. Donc vous avez un partage de territoire en parcelles. Donc le territoire A, c'est ceux qui sont, en gros, c'est les principales villes de Cisjordanie, sont contrôlées directement par l'autorité palestinienne, complètement administrées. La sécurité est assurée par l'autorité palestinienne. Dans les zones B, vous avez l'administration est palestinienne, mais la sécurité est essentiellement israélienne. Donc concrètement, vous avez le checkpoint de l'armée israélienne. Et la zone C, c'est sous contrôle complet israélien. Point particulier, il y a aussi le territoire de Gaza, où là, ce qui est à 80% un territoire A. Alors, on arrive sur la dernière carte, qui est la dernière carte d'aujourd'hui, 2025. Les colonies israéliennes, ça c'est effectivement la réalité d'aujourd'hui et qui va compliquer la déclaration d'Emmanuel Macron. Comment faire de la Cisjordanie un État aux côtés de la bande de Gaza? Il y a 475 000 Israéliens qui résident dans les colonies en Cisjordanie. Oui, bien sûr. Alors c'est évidemment ça, c'est un élément fondamental. Je précise que après les accords d'Oslo, tout le processus a été complètement gelé. Cette zone C que l'on voit en orange, par exemple, en Cisjordanie, initialement dans le plan, ça devait petit à petit devenir une zone sous contrôle palestinien. Depuis, les choses ont complètement été gelées. Yitzhak Rabin a été assassiné. Les extrémistes sont opposés. Le Hamas aussi a tout fait pour geler complètement et enrayer complètement le processus des accords d'Oslo. Et en plus, effectivement, alors ça a commencé après la guerre des 6 jours, mais ça a eu une grande extension avec les gouvernement du Likoud. Il y a une implantation maintenant des colonies dans toute Cisjordanie
et c'était le cas aussi en partie à Gaza, qui évidemment pose notre problème. C'est une sorte d'État dans l'État d'Israël, toutes ces colonies, et qui sera très difficile, malgré 11 résolutions des Nations Unies, qui sera maintenant très difficile de démanteler. C'était le cas, il faut quand même le rappeler, dans le territoire de Gaza, où le Premier ministre Sharon a obtenu le départ des 24 colonies qui se trouvaient là. Merci beaucoup, colonel, pour toutes ces explications qui sont précieuses, effectivement, vu l'actualité du jour. Retour sur le plateau du grand dossier. La France va reconnaître un État palestinien, mais cela va-t-il faire basculer les choses comme le souhaite le Quai d'Orsay? Qui peut avoir un poids dans la communauté internationale? Est-ce qu'il faut regarder du côté des États-Unis? Donald Trump détient-il seul la clé? Il s'est exprimé il y a quelques instants sur la déclaration d'Emmanuel Macron. On l'écoute. Écoutez, c'est un type un peu différent. Il est sympa. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. La bonne nouvelle, ce qu'il dit importe peu. Ça ne changera rien. Bon, il a fait une déclaration. La France, Macron, sa déclaration n'a aucun poids. C'est quelqu'un de très bien. Je l'apprécie, mais cette déclaration n'a pas de poids. Voilà, Magali, ce qu'il vient de tuer finalement l'annonce d'Emmanuel Macron hier soir. Oui, c'est circulé, il n'y a rien à voir en fait, ce que dit Donald Trump. Et bon, c'est pas une surprise de toute manière. Marco Rubio, son secrétaire d'État, avait déjà dit que cette décision était extrêmement imprudente, que c'était un camouflet pour les victimes du 7 octobre. Il faut dire que Donald Trump est très très remonté parce qu'évidemment, il rêvait de son cessez-le-feu, d'un cessez-le-feu à Gaza, d'une libération des otages. Il avait encore envoyé son émissaire dans la région qui est rentré bredouille sans rien avoir obtenu. Le Hamas ne veut pas conclure un accord, ils veulent mourir, c'est très très grave, c'est ce qu'a dit Trump à la suite de ses déclarations sur la position française. Donc en fait tout est bloqué et pour le moment Donald Trump laisse Benyamin Netanyahou. Oui. Il laisse faire effectivement colonel Goya parce qu'il a été lui-même surpris, en tout cas ce sont des indiscrétions de CNN, des actions de Benyamin Netanyahou, que ce soit en Syrie ou encore à Gaza. Il a été surpris, voire même agacé. Oui, il est débordé sur sa droite, d'une certaine façon, par Netanyahou, qui globalement fait un petit peu ce qu'il veut, en réalité, qui fait peut-être de plus en plus ce qu'il veut. Seul bémol, c'est peut-être dans la guerre contre l'Iran, où, pour le coup, Trump a enfin obtenu quelque chose de Netanyahou, un arrêt des frappes, en disant écoute, je vais frapper moi-même, et puis on en restera là. Sinon, non, Netanyahou, là, il est tout puissant en réalité. Il accumule des victoires. Alors c'est des victoires éphémères, c'est des victoires à coups de marteau à chaque fois. Mais voilà, il tape sur ses adversaires. Il peut dire, écoutez, finalement, le bilan de la sécuritaire d'Israël, enfin la sécurité d'Israël est mieux assurée maintenant qu'elle l'était avant le 7 octobre. On a écrasé le Hezbollah, le Hamas ne représente plus une menace. La Syrie, on contrôle. L'Iran, ça y est, c'est là aussi on contrôle et le programme nucléaire au moins a pris des années de retard. Donc voilà, c'est Netanyahou impérator. Guillaume, Donald Trump peut-il avoir la clé dans là, on est dans une impasse, effectivement. Il y a cette déclaration d'Emmanuel Macron, il y a Donald Trump qui dit non, c'est pas du tout, il minimise ses propos. Que pourrait-il faire pour décanter la situation ? En tout cas, il clame haut et fort, Donald Trump, qu'il a l'intention d'obtenir un prix Nobel de la paix. Et la moindre des choses pour obtenir ce prix Nobel de la paix, ça serait de forcer d'un côté M. Poutine à s'asseoir à la table des négociations avec M. Zelensky et de trouver une issue au conflit et à l'invasion russe de l'Ukraine, et puis tordre le bras de M. Netanyahou et le forcer à mettre fin à cette guerre de Gaza et d'obtenir un cessez-le-feu. Mais on l'a suffisamment dit autour de cette table, c'est vrai que le Hamas est aussi en train de jouer sa survie dans cette équation. Il veut faire partie de l'équation palestinienne. Or, les Israéliens, et on l'a entendu par la voix de l'ambassadeur, n'imaginent plus un instant, après le 7 octobre, une gouvernance Hamas à Gaza ou dans quelque autre territoire palestinien. Donc on est effectivement en ce moment dans une situation qui est catastrophique à Gaza et en Cisjordanie, catastrophique où des Palestiniens sont pris en étau entre la férocité de l'armée israélienne et puis le cynisme mortifère du Hamas.
Voilà pourquoi je pense qu'encore une fois, cette initiative du président Macron, c'est pas une fin en soi, c'est le commencement de quelque chose. C'est le début d'une manœuvre diplomatique qui pourrait, dans un moyen ou peut-être long terme, soyons optimistes, mettons un peu de lumière dans cette obscurité, pourrait aboutir à l'idée que deux États puissent un jour négocier leurs conditions de coexistence dans la région, une Palestine débarrassée du Hamas et un Israël sincèrement prêt à cohabiter avec un État palestinien dont il reconnaîtrait l'existence. Merci beaucoup à tous les trois. Restez avec nous.